Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la révolution islamique d'Iran, et plus particulièrement du basculement totalitaire du pays depuis 1979. Grand 1, le récit de cette révolution. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la monarchie iranienne du Shah Reza Pahlavi est mise à mal. En effet, devenu le théâtre d'une révolte sociale de plus en plus propice à la violence, l'État impérial d'Iran est confronté à l'influence des régimes autoritaires et totalitaires, prémices de la Seconde Guerre mondiale. Désormais menacée par une grave révolution, encouragée par un homme dénommé Khomeini, la monarchie d'Iran est marquée par un désordre politique, laissant la voie aux idées autoritaires et totalitaires. Nous verrons en quoi la révolution islamique est-elle donc à l'origine du basculement totalitaire de l'Iran. Dans un premier temps, nous étudierons l'histoire de l'Iran en évoquant la mise en place de l'État impérial d'Iran, un succès économico-social rapidement controversé. Ensuite, nous prendrons connaissance des mécontentements qui amèneront à de violentes émeutes, et dans une dernière partie, nous verrons les conséquences politiques et sociales de cette révolution. Tout d'abord, l'État impérial d'Iran fut un succès économico-social rapidement controversé. En effet, en 1925, l'Iran devient une monarchie constitutionnelle dirigée par le roi d'Iran nommé le Shah Reza Pahlavi. Cependant, accusé d'être trop proche du régime nazi, son fils, Mohammad Reza Pahlavi, lui succède en 1941. Il entend alors, dès son arrivée, moderniser l'Iran afin d'en faire une puissance influente sur la scène internationale. Dès 1963, un vaste programme de réformes économiques et sociales est mis en place et débouche par exemple sur l'émancipation des femmes, la construction d'infrastructures ou encore le développement des corps médicaux. L'Iran va ainsi s'occidentaliser, on nomme cette période la Révolution blanche. Cependant, certains partisans ne tardent pas à s'élever contre le régime par le biais de revendications sociales de plus en plus profondes, dénonçant les inégalités, la corruption, les atteintes à la Constitution ou encore l'abus du pouvoir du monarque. Ces derniers s'exaspèrent. Les chiites, l'une des deux branches de l'islam, remettent quant à eux en question les fondements du régime. Contre toute attente, le Shah reste sourd face à la colère du peuple et décide de mener une politique de plus en plus autoritaire à leur égard. En moins d'une décennie, le pays bascule vers une véritable dictature, où les prisons se développent et où la police secrète, nommée la SAVAK, exerce une forte répression. Pendant ce temps, la popularité d'un homme nommé Rouhollah Khomeini ne cesse de croître. Ce dernier est déjà connu des services iraniens à l'origine d'émeutes. Il est arrêté puis exilé en raison de son indignation à l'encontre du régime. Il ne cesse de diaboliser le père et fils Pahlavi, qui sont pour lui à l'origine de tous les maux dont souffre le pays. Il se réfugie donc alors en France, où il se rapproche d'intellectuels français comme Jean-Paul Sartre, qui lui apportent beaucoup de soutien sans penser à ses possibles dérives autoritaires. S'opposant fermement à l'occidentalisation et prônant l'instauration d'une république islamique, il met en place une propagande à l'aide de cassettes audio et s'impose comme le guide de la révolution iranienne. Après coup, les mécontentements vont se multiplier et amener à de violentes émeutes. De ce fait, alors que Khomeini s'impose sur la scène internationale, le gouvernement du Shah publie en janvier 1978 un article de presse contre ce leader. Révoltés, ses partisans se soulèvent dans la ville de Qom, première ville religieuse du pays. Les émeutes s'étendent ensuite dans la ville de Tabriz. C'est le début de la révolution iranienne. Durant l'été, des milliers de manifestants se rassemblent dans les rues de la capitale et s'opposent à la poursuite du régime en réclamant le retour de Khomeini. Après l'échec de tentatives de rapprochement, Mohammad Reza Pahlavi assiste impuissant face à la reprise des agitations. Alors que les tensions ne cessent de monter, la loi martiale est décrétée. L'armée assure donc désormais le maintien de l'ordre dû à l'instauration d'un état juridique. Mais en septembre 1978, les émeutes, menées par des groupes islamiques, deviennent de plus en plus violentes. Cette violence sera symbolisée par la mort de jeunes étudiants lors d'une manifestation. La révolte prend de l'ampleur et est réprimée dans le sang. Le vendredi 8 septembre 1978, Téhéran s'embrase. C'est le vendredi noir.
En octobre, des grèves vont venir paralyser le pays. L'économie est alors arrêtée et les pétroliers sont bloqués dans le port d'Abadan. À ce moment-là, le Shah nomme Shapur Bakhtiar en tant que Premier ministre en janvier 1979, dans l'espoir d'apaiser les tensions. En dépit de la formation d'un gouvernement d'union nationale, la contestation demeure et la révolution se poursuit avec une violence toujours présente. Malgré le soutien de l'armée, Bakhtiar est contraint de négocier avec Khomeini. Ce dernier accepte d'assurer la gestion du gouvernement à condition de pouvoir rentrer en Iran. Face au soulèvement populaire, le Shah est contraint à l'exil le 16 janvier 1979, après 38 ans de règne. Enfin, cette révolution iranienne a été lourde de conséquences, autant politiques que sociales. Assurément, le 1er février 1979, Khomeini quitte sa banlieue parisienne, où il vivait en exil depuis 15 ans, et rentre officiellement en Iran. À la sortie de l'aéroport, il est accueilli triomphalement à Téhéran. Au vu de ses 76 ans, il apparaît affaibli à la descente de son avion, mais, grâce à l'enthousiasme de la foule qui l'acclame, prononce son premier grand discours. « J'ai enduré beaucoup de peine, j'ai vu beaucoup de mal, je ne sais comment remercier ce peuple noble qui a tout sacrifié pour sa révolution », lance-t-il à ses partisans. Ainsi, le gouvernement de Shapur Bakhtiar est déchu et prend la fuite. L'empire d'Iran disparaît et le pays devient donc officiellement une république islamique le 11 février 1979. Les tensions pourtant sont loin d'être apaisées puisque des divisions profondes demeurent avec les opposants. Le 4 novembre, les hostilités irano-américaines débutent avec l'attaque de l'ambassade américaine à Téhéran. De son côté, Khomeini est désormais le nouvel ayatollah d'Iran, c'est-à-dire le haut religieux musulman chiite. Ce dernier s'installe au pouvoir et nomme Mehdi Bazargan comme Premier ministre. Le nouveau chef d'État d'Iran s'appuie aussi sur des milices armées et sur le clergé pour asseoir son pouvoir. C'est donc une république islamique nationaliste, anticapitaliste, antisioniste, c'est-à-dire hostile quant à la proclamation de l'État d'Israël et anti-impérialiste qui est instaurée. La législation, quant à elle, s'inspire de la charia, les lois islamiques. Khomeini, alors père des réfractionnaires, devient le guide de la révolution et le guide suprême. Il restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1989. Pendant ces années, l'Iran se coupe du reste du monde en effaçant toute trace d'occidentalisation. On observe alors un véritable retour en arrière sur la question des libertés individuelles. En conclusion, nous pouvons donc dire que la révolution islamique a transformé le paysage politique et social de l'Iran et plus largement du Moyen-Orient. Par le biais de soulèvements de population dans les rues et de revendications anti-monarchiques, la société iranienne a basculé vers une république islamique où la religion a une place prépondérante dans le système politique. C'est sous l'influence de l'ayatollah Khomeini, le guide suprême, que cette institution totalitaire a pu voir le jour. Cette république islamique d'Iran est aujourd'hui très controversée dans les sociétés. Avec l'abolition des droits, la forte répression et le manque de communication inquiètent de plus en plus la communauté internationale sur les conditions de vie. L'ingérence est pourtant une possibilité, mais une source de risque pour les Occidentaux, qui redoutent une recrudescence du terrorisme. C'est donc un pays désormais au cœur des conflits depuis 1979. Après avoir retracé l'histoire de cette révolution, nous allons venir préciser quelques notions. Tout d'abord, comment définir cette république islamique d'Iran ? Pour répondre à cette question, il est important de ne pas assimiler la démocratie et la république. En effet, le terme république vient de res publica, qui veut dire la chose publique. Ainsi, cela revient à dire que l'affaire de la cité et l'organisation de la vie en société sont l'affaire de tous les citoyens. Cependant, ces citoyens exercent indirectement ce pouvoir puisqu'ils élisent des représentants. En Iran, le pouvoir politique de ces représentants est réservé aux religieux. C'est l'ayatollah Khomeini qui a développé ce principe théologique nommé Velayat el-Faqih. Ensuite, le terme islamique renvoie au projet révolutionnaire de Khomeini. En effet, l'Iran est considéré comme le précurseur de l'émergence de l'islam politique dans la région du Moyen-Orient. On pourrait donc définir l'islamisme comme la conquête du monde par tous les moyens. Cela se reflète dans les idées anti-occidentales de Khomeini.
Mais comment fonctionne ce nouveau système politique ? Eh bien, on retrouve à la tête de l'État le guide suprême. C'est le véritable chef de l'Iran puisqu'il a la plus haute autorité politique et religieuse. Ce dernier est élu par l'Assemblée des experts et est nommé à vie. Il a le dernier mot sur toutes les décisions et contrôle l'ensemble des pouvoirs. Il a d'ailleurs plus de pouvoir que le président, qui n'exerce qu'un pouvoir modéré et limité et est élu pour seulement 4 ans. On retrouve aussi au sein du système le Conseil des gardiens de la Constitution, le Conseil du discernement et le chef du pouvoir judiciaire qui sont nommés par le guide suprême qui veille au respect des lois. Quant au peuple, il a l'occasion de s'exprimer au suffrage universel à 4 occasions. Cependant, nombreuses d'entre elles sont truquées par le Conseil des gardiens qui vise à invalider les candidatures qu'il juge non compatibles avec la Constitution. On peut donc identifier un certain paradoxe dans ce système puisque la République, normalement, est dirigée par le peuple, directement ou indirectement, mais ici, elle est entre les mains d'une seule personne qui est élue à vie. De plus, l'abstention des Iraniens aux élections ne reflète pas ce principe d'affaire du peuple. Ainsi, peut-on qualifier le régime iranien de régime totalitaire ? Eh bien, par ses caractéristiques et ses ambitions, il est juste de considérer l'Iran comme un régime totalitaire. Si l'on se réfère à la définition de Louis Surzo, on retrouve de nombreuses caractéristiques. Un chef infaillible qui est le guide suprême. L'ayatollah Khomeini de 1979 à 1989, puis Khamenei de 1989 à aujourd'hui. Ce chef a la totalité des institutions entre ses mains. Une seule idéologie, c'est l'islamisme. Le but est de créer un homme islamique nouveau, soumis au régime. Il a la pratique du culte de la personnalité avec le guide suprême, qui est assimilé à un divin. Il y a aussi l'usage de la propagande dans le but de dominer le monde et le convertir à l'islam. De plus, les sociétés sont soumises et surveillées. Par exemple, il n'y a pas le droit d'expression, d'association, de réunion. Il y a une généralisation de la torture, des mauvais traitements, des emprisonnements pour tout opposant politique ou défenseur des droits humains, ou encore les femmes et minorités religieuses qui sont discriminées et soumises à la violence. On peut donc qualifier la République islamique d'Iran d'État totalitaire puisqu'elle cherche l'obéissance totale de la société. En outre, on peut aussi considérer qu'elle aborde des aspects autoritaires étant donné que n'importe quelle opposition est réprimée.